Alors, bonjour, chers collègues, chers étudiants. Bonjour et bienvenue à la deuxième journée de la deuxième école d'été en sémiotique de Galatasaray, Université Galatasaray. Hier, nous sommes réunis pour lancer notre deuxième université d'été en sémiotique. Et cette première journée était consacrée à un hommage au feu professeur Jean-Claude Coquet, disparu en janvier 2023. Coquet était l'un des principaux fondateurs de l'école sémiotique de Paris et par ses travaux, il a beaucoup contribué au développement de la sémiotique en Europe. Dans le cadre de cet hommage, la première séance a été assurée par le professeur Denis Bertrand, qui lui aussi a travaillé au sein de l'école sémiotique de Paris et qui est à la fois un des témoins et un des contributeurs du développement de la sémiotique européenne. Le professeur Bertrand nous a fait le portrait scientifique de Jean-Claude Coquet en présentant les bases notionnelles de sa théorie des instances énonçantes. Dans la séance de l'après-midi, j'ai essayé de montrer une application de la théorie des instances énonçantes à un processus de traduction littéraire. Il s'agit de la traduction turque de La Route de Flandre de Claude Simon, qui nécessitait une analyse sémiotique préalable pour mieux saisir l'univers du sens bousculant du roman. Aujourd'hui, nous allons écouter deux conférencières qui feront des séances très intéressantes. D'abord, dans la matinée, Madame la professeure Isabelle Pezzini va parler de l'espace muséal et dans l'après-midi, Madame la professeure Nedret Öztokat-Kılıçeri va nous présenter une lecture sémiotique de l'œuvre d'art. Avant de laisser la parole à la conférencière de la matinée, j'aimerais la présenter brièvement. Isabelle Pezzini est professeure de sémiotique à la faculté de sciences de la communication de l'Université Sapienza à Rome, en Italie. Après sa formation à Bologne avec Umberto Eco et Paolo Fabri, éminents sémioticiens eux aussi, et à Paris avec Algirdas Julian Greimas, elle a enseigné à Bologne, Zurich, Ferrare, Sienne, Sao Paulo. Dans sa recherche, elle développe la théorie de la narrativité et l'analyse du discours, forme de l'énonciation, expression des affects et des passions, typologie textuelle et genre du discours, multimodalité, efficacité de la communication sont des thèmes de sa recherche. Et elle en étend la pertinence au domaine de la sociosémiotique et de la sémiotique de la culture. En la remerciant dès maintenant, je lui laisse la parole. Merci beaucoup, Sundut, merci à vous, merci de cette invitation qui m'honore. Et bon, je vais enlever ma veste parce que effectivement c'est une école d'été, pas une école d'hiver. Alors, les études sémiotiques sur les musées ou sur les expositions, d'abord rares ou occasionnelles, se sont multipliées à mesure que le regard sémiotique a été porté sur des textes et des objets spatiaux emblématiques de la culture à laquelle ils appartiennent. Et dès lors, ils peuvent être relus de manière plus systématique. Et il y a aussi un mouvement par lequel on sort d'une conception empirique et traditionnelle du texte et on essaye d'instaurer des textes. Je pense par exemple au magnifique travail de Denis Bertrand sur la place de la Tour Eiffel ou de la Notre-Dame de Paris, c'est-à-dire des textes spatiaux qui ne sont pas des textes au sens traditionnel du terme. Et je fais référence aussi aux travaux de Yuri Lottman pour ce qui concerne une sémiotique de la culture. Et Yuri Lottman prend les musées
comme exemple de son conseil fondamental qui est celui de la sémiosphère. Et donc, c'est très intéressant pour moi de avoir cette référence. Et parmi les essais sémiotiques les plus organiques auxquels je me suis personnellement référée dans mes travaux sur ce sujet figurent ceux de Santos Zunzunegui et de Manara Ahmad. Et les premières études sur l'évolution du musée des Beaux-Arts, écrit à l'occasion de la construction à Bilbao du musée Guggenheim de Frank Gehry, qui a lancé une sorte de mode mondial pour ce que j'appellerais les nouveaux musées architecturalement iconiques. Et les seconds, au contraire, l'étude de Manara Ahmad, c'est une analyse exhaustive d'un double parcours d'exposition réalisé à l'intérieur d'un bâtiment industriel désaffecté à Rome. Manara Ahmad a travaillé là-dessus pendant qu'il était professeur visiteur chez nous. Et donc, il s'agit d'une partie des collections romaines des musées du Capitole, qui c'est le musée plus important pour ce qui concerne l'histoire romaine, installé à l'intérieur de l'ancienne centrale thermoélectrique de la ville, qui s'appelle Centrale Montemartini. Nous allons voir des exemples aussi, parce que sinon ce serait trop abstrait comme présentation. On va voir surtout dans la deuxième partie de ma présentation. Et ces deux études sont particulièrement remarquables pour leur invention et leur explicitation méthodologique, et sont construites à partir de la confrontation directe avec des thèmes et des objets spécifiques, offrant un cadre et une piste pour réflexion et analyse ultérieure. C'est pourquoi il m'a semblé utile d'en reproposer ici certains aspects en ajoutant une autre approche possible, pertinente pour un projet ethno-sémiotique. Se concentrer sur les thèmes liés à la visite effective des musées, aux pratiques sémiotiques qu'ils promeuvent et accueillent. Et les musées, concrètement, se présentent comme un espace physique organisé, fortement reconnaissable, qui est le résultat de l'action productive d'un sujet collectif implicite. Il est constitué par une série de manifestations syncrétiques, c'est-à-dire un bâtiment particulier, une collection, une localisation des pièces qui la composent, faite de contiguïtés et de distances entre les œuvres, les époques, les styles, les auteurs, une unité et un rythme spatial, une série de jeux scénographiques qui l'établissent comme un objet signifiant et significatif à travers une compétence stratégique globale qui s'exprime par la construction d'un ou plusieurs parcours d'exposition et de visites pertinentes qui dessinent et inscrivent un ou plusieurs simulacres d'usagers. Et les musées se composent d'un certain nombre d'éléments constitutifs fondamentaux qui peuvent à leur tour être analysés en sous-composants: l'architecture, les sites des fondations, les programmes muséographiques. Il s'agit d'un espace de connaissances qui manifeste les valeurs profondes qui caractérisent les cultures d'une société, illustrées par son discours particulier. Et selon les
point de vue critique de Michel Foucault, les musées comme la bibliothèque, dans la culture de la modernité, représentent très bien son idée d'hétérotopie, c'est-à-dire la réalisation d'un espace privilégié, hors du temps, dans lequel on peut accumuler les archives générales d'une culture, suivant les désirs d'enfermer en un seul lieu tous les temps, toutes les époques, toutes les formes et tous les goûts. L'étude de Santos Zunzunegui, qui en fait, il est surtout, peut-être vous le connaissez, il est surtout un sémioticien du cinéma et se concentre sur les musées des beaux-arts. Et parce qu'évidemment, il y a des musées de toutes sortes. Il faut aussi imaginer une typologie des genres des musées. Mais donc, Santos se concentre sur les musées des beaux-arts et il parle des macro-changements qui son espace a subi de la fin du XVIIIe siècle à nos jours, lorsque dans la société du spectacle, on peut l'appeler comme ça, la fonction traditionnelle du musée s'hybride avec celle du parc à thème, du divertissement, de la rentabilité économique. La conséquence de ces changements est l'abandon des typologies muséales classiques et une redéfinition des manières de comprendre à la fois la relation du spectateur avec ces mécanismes complexes qui sont les œuvres et les types de médiation que l'organisation spatiale du musée lui-même peut offrir. Et pour analyser ces changements d'un point de vue sémiotique, on se demande s'il est possible et pertinent d'interroger les musées comme s'il s'agissait d'un texte, au sens élargi de ce terme, obtenu par la mise en œuvre de différentes couches signifiantes, résultat d'un faire collectif, à considérer comme l'une des nombreuses manifestations de l'imaginaire social. Si on accepte l'idée que le musée est un espace dans lequel s'exprime la signification, il s'agit donc de comprendre ces modes et donc comment les musées fonctionnent comme un objet produit par la conjonction d'au moins un espace architectural, une collection d'œuvres et une proposition de vision. Le musée, en effet, c'est un lieu qui inclut les spectateurs, les visiteurs dans sa conception, en régulant son comportement de fruition en son sein. Comment ces manipulations ont-elles lieu? Pour comprendre cela, il est possible d'interroger les discours du musée en se référant à l'hypothèse selon laquelle les sens s'articulent dans un parcours de génération, ce que vous connaissez très bien, et des spécifications progressives à différents niveaux, discursifs, textuels, sémionarratifs, chacun caractérisé par un syntaxe et une sémantique spécifique, comme dans les modèles élaborés par Greimas et suivants. Puisque le musée est un objet éminemment un objet spatial placé dans l'espace et générant de l'espace, pour segmenter et soumettre à l'analyse le plan de signification par lequel il fait sens, il faut donc se référer à une sémiotique du monde naturel, à différentes formes de manifestation du visible, de la sémiotique planaire à la sémiotique de l'espace, qui prend en compte un signifiant tridimensionnel. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a là? Non, pas encore. En sémiotique, l'espace est compris comme, je cite, une extension organisée
dans laquelle se déplacent les personnes et les choses. L'originalité de cette approche consiste à tenter d'étudier, en même temps que les espaces, les sujets utilisateurs, les comportements programmés par les morphologies spatiales par rapport à l'usage réel qu'en font les utilisateurs empiriques. Souvent, en effet, ce qui est conçu et agencé au niveau de la conception est resémantisé par les visiteurs, en partie ou totalement par l'usage. Dans le passage de l'extension pure à la substance sémiotique, l'espace prend une forme articulée et devient l'objet d'une sémiotique syncrétique qui inclut, à côté de l'architecture, les espaces organisés, les personnes qui l'utilisent et les objets qui y sont disposés. Les discours muséologiques et donc les produits des différents langages des manifestations rendus homogènes en termes de contenu. C'est-à-dire qu'ils produisent tous ensemble certains effets de sens sur les sujets qui en font l'expérience. La reconnaissance des grandes disjonctions catégorielles au niveau du contenu permet d'obtenir une première segmentation du texte en séquences thématiques ou discursives, ce qui permet de poursuivre l'analyse, par exemple, à la lumière des structures narratives sous-jacentes, afin de mieux comprendre les règles de distribution dans les différents langages des manifestations. Je reprends ici, évidemment, la perspective de Jean-Marie Floch quand il parle de comment travailler sur les textes syncrétiques. C'est-à-dire que même s'il a toujours été très attentif au niveau de l'expression, il dit pour travailler, il faut partir du contenu et après voir comment les contenus se distribuent au niveau de l'expression. Mais je reviens à l'approche de Zunzunegui qui consiste à éteindre au musée les modèles d'analyse de l'univers spectaculaire. Je vous dis, Santos, c'est surtout un travail sur le cinéma. Et son approche met en corrélation les espaces, les sous-espaces et les frontières qui les délimitent, comme cela se passe traditionnellement au théâtre ou bien au cinéma, et avec une série de comportements stéréotypés de la part du destinataire qui correspondent au prédicat aller, entrer, assister à la représentation, sortir, rentrer chez soi. Et dans la disposition spatiale de l'univers spectaculaire lui-même, il est donc possible de reconnaître le double exercice d'une sorte de destinateur qui inscrit et délègue stratégiquement ses propres compétences aux espaces eux-mêmes. D'une certaine façon, ça prédétermine les performances des sujets utilisateurs, des visiteurs individuels ou bien collectifs, qui sont construits comme des destinataires implicites ou modèles, et conçus comme tels pour être impliqués dans une série de manipulations à travers les moyens fournis par l'organisation de l'espace et la mise en place des œuvres. En franchissant le seuil d'un musée, en achetant un billet ou en étant informé du comportement adopté dans ces espaces, pour entrer en relation avec ceux que les musées conservent ou exposent, le visiteur perçoit la relation particulière du type communicationnel qui lui est proposé, les soi-disant pactes fiduciaires, qui peut être décrit en termes modaux
des circulations des volontés, des devoirs, des savoirs et des configurations discursives entre les sujets impliqués en relation avec des valeurs partagées. Chaque configuration discursive, elle est ainsi soumise à une structure contractuelle et modale. Et cette approche peut également s'avérer particulièrement utile en matière de conception. Trop souvent, en effet, on a tendance à réduire la compétence du visiteur à son savoir, alors que c'est surtout en agissant sur des dimensions telles les désirs ou la curiosité que l'on, après tout, amené à franchir le seuil du musée, que l'on peut obtenir le meilleur résultat quant à son adhésion à ce qui lui est proposé et offert. Et je pense qu'effectivement, il y a une jeune chercheuse qui est en train de préparer sa thèse sur les dehors du musée. Et c'est très intéressant parce que finalement c'est comme les paratextes étudiés par Genette à propos des textes littéraires. Et les dehors du musée, c'est les lieux où les visiteurs commencent à être modélisés pour sa visite. Et dans la dernière partie de l'étude de Zunzunegui consacrée à la constitution du musée au fil du temps et aux changements qui se produisent dans la structure même de l'exposition, il articule l'opposition entre montrer, faire voir, et occulter, faire ne pas voir, en utilisant les carrés sémiotiques et illustrant la diversité des positions qui différencient les particuliers, les collectionneurs et les publics. Et vous savez par exemple que un des thèmes du débat en muséologie qui est courant, il y a aussi la question de ce qui est montré et ce qui est dans les dépôts. Il y a des musées qui maintenant montrent les dépôts. C'est-à-dire, c'est très intéressant. Par exemple, vous connaissez sans doute l'œuvre de William Turner, qui a laissé son œuvre en héritage au Musée national d'Angleterre et qui sont recueillis à la Tate Gallery. Et jusqu'à il y a vraiment une vingtaine d'années, il y avait des tableaux de Turner qui étaient conservés dans les dépôts parce qu'on pensait qu'ils n'étaient pas finis. Alors, vous pensez au dernier Turner qui travaillait beaucoup sur les paysages, les nuages. On dit qu'il a beaucoup influencé les impressionnistes, mais je ne sais pas si c'est une question d'influence, mais de toute façon, ces tableaux étaient devenus de plus en plus moins figuratifs, si on peut utiliser ça. Et donc, on les gardait dans les dépôts parce qu'on n'était pas assez conscient de la possibilité que les visiteurs apprécient cette peinture. Donc, il y a toujours un rapport complexe entre ce qui est montré et ce qui est caché. Et donc, montrer les collections et non les privatiser est le mandat spécifique du musée public, la mission qui lui est confiée par la société. Les musées, en ce sens, apparaissent comme un champ d'exercice syntaxique qui propose une médiation entre les valeurs sociales fondamentales présentes dans les œuvres d'art et ses spectateurs. Et ceci est conforme à l'idéologie de la visibilité qui, en Occident, est le paradigme central de l'acquisition de connaissances.
Il y a une espèce de mise en corrélation entre les voir et les savoirs. Les musées offrent aux visiteurs une proposition d'essence et donc une proposition de contrats communicatifs articulés selon les triples paramètres du parcours, de l'orientation et de l'ordre des œuvres d'art, qui nécessitent des conditions de visibilité particulières. Et parallèlement à la valorisation des œuvres d'art, comme nous l'avons déjà mentionné, les musées construisent un ou plusieurs modèles d'utilisateurs dont ils supposent et proposent d'augmenter la compétence de base en la distribuant sur des dimensions habituelles du pragmatique, le champ des actions, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, quelles actions on peut faire dans les musées, du cognitif, c'est-à-dire le champ de l'exercice des connaissances, et de l'esthétique, du champ de la perception et de l'appréciation de ce qui est donné dans le cadre d'un parcours de recherche artistique. Une typologie opérationnelle des musées des beaux-arts qui met en corrélation de manière cohérente, de manière distante, de comprendre la muséologie en considérant chaque modèle par rapport aux autres et les interdéfinissant. Une opposition fondamentale est à poser entre les musées traditionnels et les musées modernes, ce qui devrait résumer les vieux débats architecturaux entre les parties dites de la galerie et de la rotonde. Du point de vue du spectateur inscrit dans l'architecture, la galerie présuppose les idées de séquentialité, d'itinéraire et de regard ponctuel, tandis que la rotonde, celle de la continuité, du regard radial et des vues d'ensemble. Nous en déduisons une série d'oppositions sémantiques, par exemple linéarité versus circularité, sens de la chronologie versus événement, rétrospective versus perspective, architecture imposante versus paysage libre et flexible. Et en ce sens, les musées traditionnels, par exemple National Gallery de Londres, se caractérisent comme un espace dans lequel le regard du spectateur est direct, orienté, dont la finalité est avant tout cognitive. Tandis que les musées modernes ouverts, comme la Neue Nationalgalerie de Berlin, est l'espace d'un regard flottant, libre, qui peut permettre une relation non médiatisée avec les œuvres. Je cite Zunzunegui, les musées traditionnels conçoivent l'espace architectural, la disposition spatiale, comme un authentique destinataire délégué de l'action du sujet performant, tandis que les musées modernes, renonçant à cette orientation potentielle, conçoivent l'espace comme une configuration appelée à s'annuler dans la neutralité. Et de manière synthétique, la typologie proposée caractérise l'opposition entre musées traditionnels et modernes comme une opposition entre contenant et contenu, tandis que l'opposition des subcontraires entre musées non modernes et non traditionnels subvertit cette opposition, soit en faisant du contenant un élément du contenu, soit en niant la pertinence de cette distinction. Là, je vous ai donné cette typologie de base peut être approfondie, par exemple, en n'opposant pas les traditionnels aux modernes, mais en utilisant ces derniers termes comme une spécification du premier,
obtenant ainsi des mixtes traditionnels modernes, traditionnels non modernes, des non modernes non traditionnels et comme ça. Alors je vous donne quelques exemples, mais surtout, par exemple, je viens d'aller au Caire, d'être au Caire, et dans la même journée, on nous a fait visiter le nouveau musée qui va être inauguré le 3 juillet et les vieux musées. Alors, les nouveaux musées, vous les voyez sur la droite, c'est juste, vous l'avez sur la droite, c'est vraiment c'est vraiment nouveau musée au sens que j'ai essayé au sens qu'il a une architecture formidable, très forte, il est immense et il contient 150 000 œuvres, donc c'est pas très facile de les visiter dans 2-3 heures, il faut au moins une journée. Et donc vous voyez, dès l'édifice, c'est ça la dialectique entre contenant et contenu, non? Les nouveaux musées architecturalement très, très forts mettent au même plan les contenus avec les contenants, c'est-à-dire l'architecture se pose comme œuvre elle-même. C'est très différent de la tradition. Par exemple, vous voyez les vieux musées, non? C'était un édifice bâti par les Anglais, tout ça. Et je me rappelle plus ce que j'étais en train de dire. Et aussi, ça rompt avec la tradition du White Cube, c'est-à-dire du musée qui devait être un cube blanc et laissé aux œuvres d'art et s'est présenté comme une feuille pour valoriser les œuvres. Là, le rapport est plus complexe, tandis qu'il y a des musées où on ne peut pas exposer sinon comme site spécifique, c'est-à-dire subordonner les œuvres au design du musée. Je ne sais pas, peut-être on aiderait à visiter à Rome les Maxi, et ça, c'est ce qui arrive. Les artistes disent non, mais c'est pas possible d'exposer là-dedans, c'est l'architecture qui s'impose. Donc ça, c'est un thème, je trouve, intéressant, c'est-à-dire les rapports justement entre architecture et œuvres. Et là, par exemple, au nouveau musée du Caire, vous voyez cette immense esplanade et le design du musée rappelle, on est à Giza, donc rappelle la forme des pyramides. Non? Il y a tout un jeu entre ancienne architecture, les pyramides et le nouveau. Et cette esplanade, c'est vraiment un parcours d'acquisition des compétences, si vous voulez. Les vieux musées, vous voyez la façon traditionnelle d'exposer, vitrine, parcours orienté temporellement. J'aime bien, mais finalement, ça a un peu changé. Et par contre, les nouveaux, il y a plein de citations, si je peux utiliser ça, avec par exemple les tentes du désert, les déserts, l'architecture fait semblant d'être sous les pailles des palmeries. Ça, c'est des premiers, hein, parce que on a fait les photos
Et c'est immense, vraiment immense. C'est immense et contient des œuvres immenses. Ce qui m'intéresse en particulier ici, que nous n'avons pas beaucoup de temps, c'est 15 mètres de haut. Donc vous faites les rapports, vous voyez les rapports entre les visiteurs qui sont tout petits et ces œuvres. Ce qui m'intéresse ici, l'architecture à l'intérieur de ces musées est vraiment s'appuie sur une conception semi-symbolique, au sens que est organisée par 3 étages, et chaque étage est une ère de l'histoire ancienne égyptienne. Et il y a un escalier mobile qui vous conduit du bas à haut. Et donc, à chaque étage, vous avez regroupé les œuvres qui sont pertinentes de cette époque. Donc, vous voyez, c'est différent de la linéarité du musée traditionnel. Il y a un parcours qui est ascensionnel, c'est-à-dire c'est différent de faire comme ça ou de monter vers la contemporanéité. Et bon, les visiteurs, comme ça, est un peu aidé à s'orienter à l'intérieur de cet espace immense, 150 000 œuvres et tout ça. Bon, ça après. Et alors, je reviens à Manar Ahmad, qui, en écrivant les musées comme un objet, à quelle heure je dois m'arrêter, vous me dites? Nous avons encore 20 minutes. 20 minutes, très bien. Et écrivant les musées comme un objet doué d'essence, et dit que justement que la méthode sémiotique doit faire face à un corpus complexe qui s'inscrit dans une sémiotique plus large du monde naturel. Et les objets exposés dans les musées sont intégrés à l'architecture par les biais de la mise en page. Et en outre, chacun d'entre eux est identifié par une étiquette, par un petit panneau, en sorte que le langage verbal complète les niveaux non verbaux, tout comme les guides illustrés, les audio-guides, les accompagnateurs peuvent fournir des informations supplémentaires pour la compréhension des lieux et des œuvres. Dans un tel environnement syncrétique, très hétérogène du point de vue des disciplines traditionnelles, il serait vain de tenter une analyse basée sur la séparation des différentes composantes matérielles. Et malgré leur apparente hétérogénéité, en réalité, ces expressions concourent à formuler un message commun dont l'unité est constituée au niveau des sens. C'est donc à ce niveau que se concentre le déclenchement de l'analyse, c'est-à-dire, comme toujours, vous rentrez dans un ambiance et vous avez un effet de sens, que c'est la façon par laquelle commencer votre analyse. Le visiteur d'un musée traditionnel s'intéresse. Il faut dire qu'un visiteur normalement s'intéresse rarement au bâtiment qu'il abrite. Là, avec les nouveaux musées, par contre, le visiteur est très affecté par l'architecture. Et la visite, par contre, est largement conditionnée par l'ordre interne des pièces, aussi bien que par la compétence du visiteur. Si vous êtes... moi, par exemple, je n'en connais rien de la civilisation égyptienne,
tandis qu'il y a des spécialistes qui vont voir exactement ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça que la description se fonde d'abord sur les critères architecturaux, c'est-à-dire les corps du bâtiment, son organisation en étage, les accès et la liaison entre les différentes pièces. Et dans l'analyse que Manaramad a fait de cet musée qui s'appelle la Centrale Montemartini, il a travaillé à voir comment les deux thèmes du musée, c'est-à-dire l'ancien bâtiment, qui était justement une centrale pour la production de l'électricité, dialogue avec les statues. Vous voyez ce que ça donne. C'est-à-dire l'ancienne centrale a été aménagée d'une façon assez simple pour pouvoir exposer des antiquités romaines, en gardant la possibilité que les, machines anciennes dialoguent avec les œuvres de l'Antiquité. Là, vous avez quelques images. Et là aussi, c'est très différent des musées Capitolini, que c'est les musées spécifiques délégués, vous voyez, à l'exposition de l'art ancienne. Et l'approche de Manaramad est de mettre en évidence la hiérarchie du discours muséal. Et au niveau de l'expression, les objets s'inscrivent dans l'agencement de l'exposition, qui s'inscrit à son tour dans l'architecture. Ainsi, inversement, l'architecture présuppose les objets, l'architecture présuppose l'exposition présuppose les objets. Et au niveau du contenu, on peut détecter 3 niveaux discursifs liés aux catégories mentionnées ci-dessous, qui entretiennent entre eux des relations d'érection ou de contrôle. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une relation hiérarchique entre ces catégories. Le discours de la mise en place contrôle et régule les discours des objets. Le discours architectural contrôle et règle le discours de la mise en place. Et le discours architectural contrôle et régule le discours des objets. Et ces 3 niveaux discursifs coexistent dans les musées et contribuent à articuler son discours sans critique. En d'autres termes, la relation entre les catégories d'objets, de conception de l'exposition et d'architecture muséale est métalinguistique, régulatrice, énonciative. Les niveaux supérieurs prennent en charge les niveaux inférieurs et les surdéterminent. Ces dispositifs discursifs se rencontrent plusieurs fois dans la sémiotique de l'espace et semblent donc avoir un certain degré de généralité. Je voulais dire quelque chose, mais je ne me rappelle plus. Oui, c'est très intéressant de voir comment... J'ai parlé tout à l'heure d'une énonciation collective. Et effectivement, c'est comme ça.
c'est un sujet collectif qui est à l'origine disons, communication du musée, non? Et il y a des instances d'énonciation très différentes entre elles. Et typiquement, la gestion d'un musée est, concrètement, disons, est confiée à un directeur, un conservateur responsable des collections. En plus, vous avez un responsable des services d'éducation, un responsable des publiques relations, du marketing, fundraising et communication, un responsable de la sécurité, un responsable des procédures administratives et économiques financières. Il s'agit des rôles qui et chaque mention répond à un modèle organisatif de comportement lié à une position déterminée dans l'institution. Et les manifestations de ça sont largement prévisibles. Et maintenant, il y a aussi un intéressant changement de perspective, au sens que c'est la figure du curateur qui va de plus en plus avoir l'importance, une importance aussi médiatique très forte. Et les curateurs, ça semblerait coïncider avec la fonction du conservateur responsable des collections. Si nous regardons dans les dictionnaires, c'est lui qui est délégué à l'exercice des fonctions particulières d'assistance, custodie, administration et surveillance prévues par la loi. Ou encore celui auquel on doit l'édition philologique d'un texte. Normalement, il s'agissait d'un travail très spécialisé et un background derrière les plateaux et qui rentre dans la voie plus générale des attitudes de maintenance, on dit, où il y a un grand travail de maintenance qui est nécessaire pour conserver la culture. On a, par exemple, on a rencontré à Urbino récemment des anthropologues qui dédient leur travail uniquement à la maintenance des œuvres dans les musées, enlever la poussière et garder tout ça. Et donc, c'est toute une nouvelle série de travail qui s'appelle Maintenance and Repair Studies. Et il y a aussi, par exemple, nous avons eu comme interlocuteur Denis et Pontille qui ont publié, sont des anthropologues de la maintenance, les soins des choses politiques de la maintenance. Et c'est très intéressant de réfléchir sur ça. Il y a aussi des artistes qui travaillent sur ça, sur cette idée de la maintenance. Par exemple, il y a un artiste qui, comme performance, sa performance, c'est le nettoyage très accuré d'une tech on dit, des vitres, d'une vitrine
et dans laquelle justement il y a une momie égyptienne qui lui a prêté les musées métropolitains. Et le titre, c'est Maintenance Artwork. Il s'agit évidemment d'un geste, la performance de cet artiste qui s'appelle Mirle Laderman Ukeles, qui attire l'attention sur ce qui est nécessaire pour garder, disons, les œuvres dans les musées hors du temps, hors de l'espace naturel. Je rappelle ce que je disais tout à l'heure sur l'idée d'hétérotopie par laquelle Michel Foucault parle aussi des musées. Et effectivement, il s'agit de cette performance, mais sur le même plan, l'objet d'art et le travail, en ce cas, des nettoyages, mais plus en général, autre le nettoyage, tout ce que nous avons vu, non, des constructions de ces espaces qui sont les musées, de la communication à l'intérieur, tous ces circuits est mis par cet artiste, par cette performance, sur le même plan que l'œuvre qui est contenue à l'intérieur de la vitrine. Et c'est une façon aussi de nous appeler à voir ce que généralement on ne voit pas, l'invisible, le travail invisible de tous ces gens qui construisent ces sujets collectifs qui énoncent les musées. Et voir les conditions des possibilités matérielles et morales en même temps, éthiques, du regard vers le monde, et mettre en discussion d'une certaine façon la hiérarchie des valeurs qui normalement nous est donnée. Et en effet, ces nouveaux musées dont j'ai parlé tout à l'heure, on utilise aussi les mots de super musée, non? Et la fonction du curateur est devenue de plus en plus superposable à celle du directeur. Nous sommes là dans les champs des acteurs concrets qui travaillent dans les musées. Et donc, il y a tout un mouvement de réaménagement aussi des musées traditionnels, et au sens que même si on ne peut pas changer l'architecture, parce que c'est celle qu'on a héritée par le passé, ce serait très difficile, on fait tout le temps des réaménagements. J'avais fait comme étude de cas un musée qui est à Rome, qui s'appelle à Rome, nous avons c'est une série de nouveaux musées. Je ne sais pas si vous connaissez Rome, mais alors il y a des musées qui sont, celui que je cite ici, sont aussi accompagnés par une nouvelle architecture, non? Arapacis, Mayer, et il y a aussi un musée que c'est les Macro, qui est d'une architecte française, Odile Deck, assez connue, ou bien les Maxi, qui est Zadid, qui est très connu. Ça, c'est la Rapacis, les Macro. Et ça, par contre, ce sont des anciens bâtiments qui sont dédiés, comme la centrale Montemartini dont je parlais tout à l'heure. Et là, par exemple, c'est
les abattoirs de la ville de Rome qui sont devenus un musée. Vous voyez alors, ok, on ne peut pas changer l'architecture externe, mais on change l'intérieur. Et les maxi, vous voyez, the shape c'est très fort. Mais alors, les cas intéressants, c'est de la galerie d'art moderne, qui est tout à fait, vous voyez, point de vue point de vue architectural, c'est musée traditionnel selon la définition des Manara Mad, non, des Zunegui. Vous voyez ici l'ancien plan. Vous voyez que les différentes couleurs correspondent à différentes époques. Le parcours est linéaire et l'idée, c'est que l'art, on est dans un musée des beaux-arts, l'art se déroule dans le temps, s'évolue dans le temps. Non? Donc vous commencez par les peintures très anciennes et vous marchez vers la contemporanéité. Et donc, bon, là c'est une idée que l'art est quelque chose qui se déroule petit à petit dans le temps. Et par contre, alors ce musée a connu plusieurs reformulations dans les dernières années, c'est-à-dire que, comme je disais, l'importance qui a pris cette figure, ce rôle thématique du curateur est devenu si fort que chaque fois qu'on change de direction du musée, on change l'intérieur, ce qui est énormément coûteux, mais en même temps, ça invite les visiteurs à revenir au musée. Tandis qu'une fois, on allait au musée une fois pour toutes, là maintenant, l'idée de l'événement, de l'exposition temporaire est strictement liée à la perception du musée. Donc, on peut revenir plusieurs fois dans le même musée parce que ça change tout le temps. Et je vous montre par exemple, on a fait un grand salon avec des glaces qui, après, quand a changé de directrice, ils ont enlevé. Les pauvres artistes n'étaient pas très contents. Alfredo Pirri, Les Pas Perdus. Et là, il y a eu la mode de faire des couleurs très fortes dans les parois, qui maintenant est déjà passée, et dévaloriser les alentours du musée, par exemple les petits jardins, les petits coins comme ça, et les cafés. Donc, il y a aussi tout un rayon consommation dans les musées, non? Les shops, les librairies qui sont très bien, hein, en plus. Les restaurants, les cafés. Il y a aussi des restaurants étoilés dans des musées. Donc, l'idée, c'est que la visite n'est pas seulement voir des œuvres, mais finalement avoir une expérience au sens, parce que vous savez qu'aujourd'hui, les mots expérience dans le marketing, dans tout ça est au centre, et donc la visite des musées est devenue une expérience à plusieurs niveaux. Vous avez l'expérience culturelle, cognitive, esthétique, mais vous avez aussi l'expérience gastronomique, vous avez l'expérience d'achat, et donc voilà. Ça, c'était l'ancien café. Là, vous avez deux œuvres qui sont placées dehors, les musées, et qui, comme je disais tout à l'heure,
c'est les paratextes d'une certaine façon et qui nous invitent à rentrer. Là, il y a des salles pour des conférences, des œuvres comme ça. Et la dernière, l'avant-dernière réaménagement a essayé de vider le plus possible les musées. Ces musées étaient un musée, donc comme je venais de dire, histoire de l'art, avec toutes les époques et tout ça. Et l'avant-dernière directrice a complètement vidé, a mis tout dans les dépôts, a donné vraiment un sens, a donné les sentiments de l'espace le plus grand possible. Et a voulu travailler sur le conseil d'anachronie, que c'est un conseil assez à la mode dans les études de sémiotique de l'art, c'est-à-dire de poser les œuvres en dialogue entre elles sans considérer leur époque, c'est-à-dire prendre des œuvres très anciennes avec des œuvres contemporaines. Oui, il y a aussi des filiations, comme on sait très bien, les cubistes étaient intéressés par la peinture primitive et tout ça, mais elle a poussé beaucoup sur ça. Là, par exemple, vous avez sur les parois des œuvres contemporaines d'un peintre qui s'appelle Campus, et elle les a mis en dialogue avec la collection des petits gessi, je ne sais pas comment dire, des moulures pour les monuments. Donc, quelque chose de très différent. Ici, c'est une citation de cette directrice qui justifie comme ça son travail. Nous nous déplaçons dans l'espace en traversant les salles et les œuvres où les images sont fixées en relation simultanée les unes avec les autres, comme si elles étaient ensemble des préquels et des séquelles. Non, je dois. Un cinéma à l'envers où la photographie, la vision, a un rôle clé pour cristalliser et retenir ces tensions fertiles, même dans leur présence composée. Le temps déroule un temps cinématographique, une histoire, un flux de mémoire, une anticipation de ce qui est à venir et tente de lui ressembler plus qu'un livre d'histoire de l'art. Et cette directrice, en fait, elle prend beaucoup l'idée de la visite du musée comme si c'était une activité cinématographique, mais de la part du visiteur. C'est-à-dire que, et avec ça, nous nous déplaçons, nous avons parlé jusqu'à présent du sujet, si vous voulez, énonçant, et là nous nous déplaçons, et nous verrons ça dans la deuxième partie, du côté du visiteur, c'est-à-dire du destinataire du discours muséal. Et je dirais que je m'arrête là. On peut avoir encore 5 minutes. Alors, Parce que le thé n'est pas encore tout à fait prêt. On peut poser des questions. Maintenant ou à la fin de la séance? et alors, je vais vous montrer. Si j'arrive.
Je crois qu'il n'y a pas Internet, non? Donc, Si, mais il faut se connecter. oui, mais alors, je vais essayer de vous montrer. Ok. Je ne sais pas s'il y a la connexion à l'ordinateur. J'avais pris la personne qui m'a aidé tout à l'heure est là, voilà. Parce que j'avais des vidéos, mais je ne les trouve pas. Non, c'est écrit en turc, je ne peux pas. Attendez, je vais essayer de trouver quelqu'un. Non, non, mais c'est très simple, sauf que je n'arrive pas à voir ma clé. C'est très petit. Mais je pense qu'on peut arrêter là, hein? On reprendra plus tard. Et les vidéos qu'on avait déchargées, ils sont tous. Ah, c'est là. Ah, d'accord. On va voir si ça marche. Allez-y. Faut cliquer 2 fois. Non. Voilà. Time is out of joint, il tempo fuori di sé, soffrire dei cardini e anche il tempo della sospensione. J'essaie de baisser le son. Non, il faut. Il tempo della sospensione è anche l'epoché, la sospensione dal giudizio. Ed è forse questa la condizione in cui ci troviamo, nell'impossibilità di C'est bizarre. Ça devrait montrer normalement. Je crois que c'est bloqué sur le PowerPoint. Il faut sortir les PowerPoint. Ouais. Vous voulez vous asseoir? Non, 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 il n'y a pas de souci. Ouais, il faut que je sorte du PowerPoint. Pourquoi j'arrive pas à sortir? Là. Voilà, non, je crois qu'il est un peu long l'ordi. Voilà, c'est bon. Par contre, je vais essayer de baisser le son parce que c'est trop. Alors, je vais essayer de baisser de là. Et je reprends au début la vidéo. Merci. Je vous en prie. Et après, Voilà. c'est un peu. C'est encore trop fort. time is out of joint, il tempo fuori di sé, soffrire dei cardini e anche il tempo della sospensione. Il tempo della sospensione è anche l'epoché, la sospensione dal giudizio, ed è forse questa la condizione in cui ci troviamo, nell'impossibilità di comprendere il nostro presente. Abbiamo bisogno quindi di una distanza che ancora una volta la scansione del tempo probabilmente ci restituirà e ci renderà capaci di avere una visione più precisa. Ma l'epoché è anche l'inizio di un nuovo tempo, un tempo dove delle cose finiscono e delle altre iniziano. Ed è questa secondo me la prospettiva più interessante dalla quale dobbiamo vedere quello che ci aspetta, quindi senz'altro andrà tutto bene, ma quando sarà andato tutto bene noi avremo già dovuto preparare il nuovo tempo. E il nuovo tempo che viene, perché il futuro, come dice un famoso aforisma, prima o poi arriva, è il tempo dell'avventura, perché l'etimologia di questo termine viene proprio dal latino avvenire, e dobbiamo andare anche noi a nostra volta incontro a quello che ci aspetta, provando a progettare quella parte di futuro che ancora è nelle nostre mani.
Déjà. Oui, celui-là. Per la prima volta la collezione di un museo è esposta come se fosse una mostra temporanea e dunque per la prima volta un titolo. Time is out of joint, Amleto, Shakespeare. Un titolo che è un manifesto, un programma, una modalità, un piano inclinato, o meglio incrinato e insoluto, di una riflessione sul nostro modo di stare al museo, di stare al mondo, di guardare le immagini, di metterci in relazione con le opere e con le relazioni che le opere intrattengono tra loro e con noi nello spazio del museo. È questo il set sintagmatico e paradigmatico di una dinamica cinematografica dove, sulla base di una struttura, di un'ossatura, di un copione, il regista, il pubblico, una moltitudine di individui costruisce la propria visita e vive la propria esperienza, come se fosse un film, come se girasse e montasse un film. Profondità di campo, campo lungo, piani americani, zoom, fuorifuoco, flashback e flash forward raccontano non solo il movimento, ma la narrazione nella quale irrompe l'esperienza, il sentire e il sapere insieme alla scoperta, la memoria e l'oblio, le intuizioni e le proiezioni, l'immaginazione continuamente sollecitata da sensazioni singolari e private che accompagnano un processo di appropriazione, di prossimità e distanza. Il come se è il primo out of joint, il primo elemento che scardina una logica apparente, un costume, un'abitudine e ci rimette in gioco nel campo della vita e del mondo dove io, tu, noi, il mondo e l'arte si trovano. Per poter immaginare, dobbiamo immaginare l'esistenza di condizioni che ce lo consentano. La storia dell'arte e il tempo lineare non abitano qui, ma fanno la loro apparizione. Sono comprimari, antagonisti, semplici comparse, cornici di cornici fatte per essere spostate, attraversate, sbriciolate, cancellate. Il protagonista è il racconto, la modalità di costruzione della trama, la forma che è anche sostanza, che è decisiva e che fa la differenza. Anche qui, come al cinema, ciò che conta è la qualità del tempo, non la quantità. Qui il tempo fa il tempo,
non obbedisce alle tassonomie che abbiamo inventato per poterlo pensare e per poterne parlare, non obbedisce alla irreversibilità, non è irrevocabilmente distinto in 3 dimensioni. È Cronos ma è anche Aion, è il tempo che dura e il tempo nel suo incessante divenire, che si incurva e si sottrae, nessuna briglia, nessuna categoria, nessuna rassicurazione. Una struttura a diamante, un'immagine cristallo, caleidoscopica, multisfaccettata, deformata, in una parola complessa, out of joint. E noi, infiniti Amleto, pieni di dubbi e con una sola tragica intuizione. Toccherà forse a noi rimetterlo in asse? Je pense que ça fait. Il y en a une autre. Non, je pense qu'on fait la pause là. On fait la pause. C'est le bon Et- moment pour faire la pause, oui, le thé est prêt. Merci. Merci à vous. Vivement le thé.